On retrouve maintenant Dr Joe, oui. Après avoir reçu Karl Parika. Oui. Dr Joe, vous êtes virologue environnemental. Tout à fait. Et par rapport à l'interview qu'on a fait avec Karl Parika, avec qui on a posé les faits scientifiques, moi je me pose des questions maintenant, parce que dans le réel, on constate, malgré tous ces faits scientifiques qui sont quand même avérés, même si le doute fait partie de la science, ça semble quand même avéré, appuyé, que dans le réel, on n'entend qu'un seul son de cloche, que ce sont toujours les mêmes experts qui parlent, et que surtout, les voix dissidentes sont totalement écartées. Ils sont traités de complotistes, de rassuristes aussi. Oui, ça c'est un mot qui m'a particulièrement touché, en fait, maintenant que vous le mentionnez, et dire... quelque part, j'avais l'impression de vivre dans une virocratie, ce qui, à l'époque, aurait pu me plaire en tant que virologue. Mais en fait, on aborde des choses, je trouve, d'une manière monomaniaque, d'un seul point de vue. Déjà, la virologie en soi, mais la science en général, une espèce de scientocratie. Et si ça peut être une bonne chose dans certains cas, je trouve qu'au niveau sociétal, comme on en parlait tout à l'heure, je dirais une pandémie, même si c'est un virus ou une bactérie, n'est pas l'affaire que des microbiologistes. Eux, ils sont là pour conseiller. C'est des personnes comme moi qui peuvent notamment conseiller, donner un avis avisé, mais ça touche à beaucoup plus de domaines. Et ce que je trouve quelque part étonnant ou même aberrant, c'est que on n'a pas laissé parler par exemple les psychologues ou les sociologues, ou on n'a pas laissé rentrer dans le débat scientifique déjà des voix dissidents, même au sein du domaine, même au sein de la virologie, mais encore moins des débats entre psychologues et virologues ou autre chose parce que ça touche quand même plusieurs domaines différents, non? Généraliste, pharmacien, voilà, c'est ça. Philosophe. C'est ça. Et donc, quand j'ai entendu ce mot rassuriste, ça m'a choqué parce que, d'une part, je trouve que rassurer, c'est un terme qui est particulièrement positif. Donc, transformer ça en négatif, je trouve que il y a de l'abus. Mais en plus, dénigrer ça, non seulement c'est quelque part négatif, aberrant, enfin méchant. Et d'autre part, c'est même pas factuellement, réaliste. Je veux dire, le fait de rassurer quelqu'un, c'est de lui enlever la peur, et de là, augmenter, obtenir son immunité dans une meilleure condition, et donc lutter comme ça contre le virus. Je veux dire, même à ce niveau-là, rassurer n'a que des bénéfices quelque part. On dirait qu'il faut faire peur, pour l'instant. Ça c'est... Est-ce que si les gens avaient pas eu aussi peur, il y aurait autant qui voudraient se faire vacciner? Donc la peur, elle semble... ça c'est vraiment... ça c'est vrai que c'est plus votre travail de journaliste d'analyser la société comme ça. C'est vrai que moi je suis ça d'une manière déjà, on va dire, éminemment subjective, parce que moi-même, je sais ce que je ressens et anecdotique, mais je le vois bien autour de nous. Je veux dire... en plus, il y a encore une autre chose qui est intéressante, donc non seulement la peur, mais l'angoisse. J'avais entendu quelqu'un faire la différence entre ces deux mots-là, et l'angoisse, c'est vraiment une peur sans objet. Voilà, peur sans objet, mais sur le long durée. Et ça a des effets extrêmement néfastes sur l'immunité également. Donc, je veux dire, même d'un point de vue de l'immunité, même strictement de ce point de vue-là, c'est totalement incompréhensible de garder les gens et inéthique de garder les gens dans une angoisse et dans des stigmatisations du type covidio ou rassuriste ou complotiste, etc. Alors un point sur lequel tout le monde est d'accord, rassuriste, non rassuriste, complotiste, tout le monde, politique, médias, je veux dire la plupart, c'est qu'il y a quand même un sous-financement des soins de santé des hôpitaux depuis des décennies, et que dans le même contexte, disons, pandémique, avec des hôpitaux financés normalement, ça serait passé comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, quand on parlait tout à l'heure du taux apparent et du taux, du taux de létalité apparent et du taux de létalité réel, le taux de létalité apparent est au final
reflète la gestion des malades d'un pays. Parce que quelque part, si tout le monde pouvait être pris dès le début en charge et de bien soigner, il y aurait moins de morts. S'il y a moins de morts, ça veut dire que le virus est moins dangereux et ainsi de suite. Donc quelque part, le taux apparent, donc le CFR dont on parlait, reflète les soins de santé d'un pays. Et honnêtement, ce que je constate en Belgique, là je suis un peu critique, mais enfin, ça ne fait pas partie des meilleures gestions qu'on a vues parmi tous les autres gouvernements. Donc alors que le taux réel, quelque part, reflète plus le comportement du virus et sa manière de faire. Mais ça, c'est donc important. Donc vous disiez, vous parliez tout à l'heure de la gestion et des infirmiers. Ce que je trouve étonnant, c'est que depuis des années, je vois des manifestations d'infirmiers qui disent que les hôpitaux sont bondés en saison de grippe. Des fois, il y a des saisons, comment dire, des grippes saisonnières qui sont moins virulents. D'ailleurs, virulent, le mot qui vient de virus à la base, qui sont moins virulents que d'autres. Mais systématiquement, le travail que font les infirmiers est un travail extrêmement dur. Ils sont débordés. Chaque année, il y a saturation. Et il y a saturation. Et maintenant, tout d'un coup, on se réveille comme si c'était une nouvelle. Alors que suffit d'aller voir sur YouTube, il y a un rappeur qui s'appelle Aurel San qui avait fait une chanson qui s'appelait Simple Basique. Il y avait des infirmiers et infirmières français qui avaient déjà fait une chanson qui est sur YouTube depuis 2017, 2018 ou bien longtemps avant ça. Donc je ne comprends pas comment tout d'un coup on apprend que nos systèmes de soins de santé sont fragiles ou qu'on est débordés. Il me semble quand même, mais ça je pense que vous le savez mieux, que ce sont les mêmes ministres qui pleuraient des sorts des infirmiers qui ont également qui ont réduit et qui ont fait saigner l'hôpital public. Et donc ça, je trouve que cette espèce de double discours me plaît pas du tout. Oui, et donc ce qui est assez énorme aussi, c'est que depuis 1 an et demi, rien n'a été fait pour renflouer les hôpitaux publics et leur redonner de l'argent. Mais donc on peut dire aussi que donc s'il y avait eu assez d'infirmiers, assez de personnel, mais qu'on avait laissé les médecins généralistes traiter, qu'on avait mis en place des systèmes pour booster l'immunité, les systèmes naturels, on parle notamment de la vitamine D, ça serait aussi passé beaucoup plus facilement. Je suis désolé, mais je trouve on a vraiment l'impression que tout a été fait pour que ça soit dramatique. Maintenant, c'est vrai que qu'il y a notamment le professeur Martin Zizi qui en parlait depuis le début en disant que qu'il est étonnant qu'on laisse pas les généralistes faire leur travail. C'est vrai que maintenant on commence à voir de plus en plus de cartes blanches et de voix qui s'élèvent, mais je veux dire court-circuiter la première ligne de défense en début d'épidémie, c'est vraiment laisser la gestion qu'aux hôpitaux qui, c'est vrai, étaient déjà débordés et déjà fébriles à la base. Après, on s'étonne que quelque part ils sont encore d'autant plus débordés. Là-dessus, je trouve que, je n'attaque pas les médecins en soi, je n'ai pas de souci avec les médecins, ils font un bon travail, mais ce que je trouve étonnant aussi, c'est que non seulement il y a eu des directives de CNSANO qui ont explicitement dit aux médecins généralistes de quelque part de pas traiter les patients et plutôt de donner du paracétamol et rester 1 semaine à la maison pendant que le virus les dégrade. Plutôt que de l'inverse en disant prenez en charge les patients. C'est la première ligne de défense. Donc quelque part, je sais que c'est pas évident pour les médecins parce que effectivement on connaissait pas très bien la virulence de ce virus dès le début. Donc il faut pas envoyer non plus les médecins généralistes quelque part à l'abattoir. Mais enfin maintenant, je veux dire les médecins ont prêté un serment et je pense que moi j'ai vraiment la chance d'avoir des très bons médecins autour de moi qui se sont lancés, entre guillemets, dans la gueule du loup, enfin, de l'inconnu du moins, et qui ont traité leurs patients. Et certains qui ont même eu le Covid, et bon, chez certains, ça s'est passé mieux que chez d'autres, mais je veux dire, ils ont vraiment fait un travail honorable, et c'est ce type de médecin et ce type de tactique que j'aurais bien voulu voir un peu plus. Alors, on pourrait aussi parler de l'équilibre coût-bénéfice. Oui, tout à fait. Parce que tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais voilà. Vu les chiffres, la gravité n'est quand même pas très forte, voilà. Mais on pense que, notamment en termes de santé mentale, mais aussi, voilà, tout ce qu'il va y avoir comme effet économique, qu'il
que les coûts vont être bien pires que les bénéfices supposés. Bah, tout à fait, et c'est là-dessus où je reviens quelque part à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait d'écouter que les virologues, même si ça peut être flattant. C'est une très mauvaise idée. Là, je viens de lire une publication qui est apparue il y a quelques mois d'un professeur qui s'appelle Joff, je pense qu'il est canadien, qui était pour le confinement, les masques, etc. Des débuts, et qui maintenant a analysé toutes les données et qui a changé d'avis. Bon, déjà, c'est toujours une bonne chose quand un scientifique change d'avis avec les données qui arrivent, et j'espère pouvoir moi-même être à la hauteur de cela aussi. Mais qui en fait, pour une fois, ne traitait pas ce sujet d'un point de vue d'essayer de confiner un virus qui est de toute façon pas confinable, parce qu'il se balade dans les animaux et dans l'air, mais qui a regardé quelles sont les retombées du fait de prendre des mesures aussi dures que le confinement général, le télétravail, comment dire. Oui, et donc là, on va voir non seulement on va voir toutes les faillites en termes du secteur de l'horeca, etc. C'est un secteur que je côtoie pas mal, tant en professionnel qu'en amateur, on va dire. Mais il y a tous les effets psychologiques aussi chez les enfants. Je veux dire, on a vu le nombre de femmes battues est aberrant. C'est aberrant. J'ai des amis qui répondent au téléphone dans des cas comme ça. On pourrait passer 24 heures sur 24. Je veux dire, et là, toute féministe devrait se révolter aussi, rien que pour ça, pour les mesures. Donc, il y a ça, il y a donc l'économie, la psychologie, etc. Et tous ces chiffres-là, donc ce professeur démontrait que ça va aller qu'en s'empirant, parce que ça va être des choses dont les retombées vont pas être immédiates. Ça va être dans 1 an ou dans 2 ans, etc. Parce que qui va créer des faillites va créer aussi des détresses. Oui, parce que la détresse psychologique est actuelle, parce qu'on est encore sous angoisse, comment dire, mis par la presse générale, enfin les médias en général, qui nous maintiennent en angoisse, même si ça commence à changer, ce qui est plutôt positif. Mais cette angoisse, elle est psychologique maintenant, mais elle va être encore pendant des années, parce que tous ceux, comme je disais, qui vont faire faillite, etc., les suicides, les burn-out et tout ça vont arriver encore beaucoup plus tard. Et ces retombées-là, moi je pense qu'il y a une espèce de point de non-retour, de singularité, disent les anglophones, où les mesures vont créer plus de problèmes qu'en résoudre. Et si on aurait même pu résoudre le problème du SARS-CoV-2 en confinant, en mettant les masques, etc., on paierait quand même la facture de manière une facture qui est très salée. Mais maintenant, en plus que ça on n'a pas réussi à confiner ce virus qui était déjà à la base pas confinable. Je suis vraiment, je déplore vraiment la situation dans laquelle on se retrouve, et il serait vraiment temps que on commence à être un peu plus positif et voilà, commencer à rassurer les gens. Alors pour Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca, c'est du win-win-win en termes de. Alors ça, c'est pas du tout, c'est pas une opinion, c'est que en bourse, ça a grimpé fameusement et les dirigeants sont contents. Mais néanmoins, en se vaccinant, on fait un devoir citoyen, Dr Joe. C'est ça la chose, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas nécessairement détaillé quel est le type de vaccin, mais appelons ça de toute façon un vaccin, parce que certains disent que oui, certains parlent de thérapie génique. Personnellement, je trouve que cette expression est plus liée vraiment au génome humain. Mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est une nouvelle technologie. Moi, ce que j'observe quand on parle de devoir citoyen, etc., c'est vrai pour des vaccins du type poliomyélite, etc., qui sont des virus qui sont grosso modo que propres à l'humain, pas aux animaux, etc. Voilà. Parce que quelque part, quand on vaccine, ça veut dire que artificiellement on crée une immunité collective, et donc le virus va pas se propager. Et donc on discutait tout à l'heure de cette stratégie vis-à-vis du SARS-CoV-2 qui n'a pas de sens, parce que en fait on va faire plus de dommages pour moi en ayant des vaccins, parce qu'on va sélectionner des variants et ainsi de suite. Mais en plus, quand on parle de devoir citoyen, ça sous-entend qu'on n'est pas contagieux une fois qu'on a été vacciné. Mais ça, personnellement, j'ai pas vu de données sérieuses encore qui démontraient qu'on ne soit pas contagieux. Je pense d'ailleurs que même quand on regarde ce que dit le ministre Olivier Véran en France,
certains politiciens américains, ils disent, bah non, une fois que vous êtes vacciné, vous devez quand même faire vos tests PCR, vous devez quand même garder les distances, vous devez quand même porter un masque. Si les vaccins fonctionnaient tellement bien, est-ce qu'on aurait besoin de faire ça? Mais eux-mêmes disent que la raison pourquoi on garde encore ces mesures, c'est parce qu'on n'est pas sûr de ne pas être contagieux quand on se fait vacciner. Mais alors, dans ce cas-là, le devoir citoyen, je veux dire, si c'est que pour se protéger soi-même, ce n'est pas un devoir citoyen dans ce cas-là. Dans ce cas-là, j'ai pas de problème avec le fait que les gens se protègent, mais ce n'est pas un devoir citoyen, en tout cas de mon avis. Il semblerait en plus qu'un bon pourcentage des gens en unité de soins intensifs pour l'instant soient des personnes vaccinées. À vérifier, on est certain que Sciences & No nous donnera gracieusement les chiffres. Il fera des liens entre les personnes qui sont en soins intensifs et qui ont été vaccinées. Bah moi, ce que j'espère, en fait, en parlant de ça, je fais appel quelque part aux médecins, aux infirmiers, etc., qui voient des vaccinés positifs, et que si Sciences & No ne ramène pas les chiffres, qu'eux, ils les amènent. Bon, je pense honnêtement que ça sera pas si dramatique que ça, mais je veux dire, parce qu'après, on trouvera toujours une entourloupe. D'abord, on va dire oui, mais c'est parce qu'ils ont reçu qu'une dose. C'est vrai, il faut pas nier la réalité. Mais quand ils ont eu 2 doses, on va dire oui, mais c'est parce que on a pris. En fait, le vaccin est basé sur la souche, on va dire originelle de la pandémie. Mais il prend pas en compte l'évolution virale. Donc tous les variants qui vont pouvoir contourner. Donc après, ils vont dire ah oui, mais justement, vu que c'est ça que je redoute. Justement, vu au début, on va dire. Non, il n'y a pas de vaccinés qui sont malades. Et après, quand on aura des vaccinés qui seront malades, on va dire, ah ben justement, ça veut dire qu'il faut vacciner encore plus, parce qu'il faut se vacciner avec les variants, il faut redonner un deuxième ou une troisième dose. D'ailleurs, Pfizer parle déjà de troisième dose. À la base, l'étude était sur 2 doses, là on parle de troisième dose, pour être sûr. Pour être sûr, c'est pas du tout dans un intérêt, évidemment, économique. Oui, mais je veux dire, il faut connaître le terrain sur lequel ils jouent, je trouve. Eux, ils disent, et tout ça, c'est quelque part vérifiable. C'est pour ça que jouer sur les mots, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas honnête. Donc, il y a d'une part, il y a les rappels. Ça veut dire que nos anticorps se dégradent. Donc, on parlait tout à l'heure du côté éphémère de l'immunité. Donc, eux, ils disent, OK, ça, c'est une raison de plus pour donner une deuxième dose, troisième dose, quatrième dose. C'est pour maintenir l'immunité. Mais à côté de ça, la deuxième stratégie, c'est aussi se dire, ah, mais puisqu'il y a des variants, il faut se faire vacciner contre les différentes variants. Ensuite, il faut faire les rappels. Donc, on va se retrouver dans un cas absurde où on va avoir, je sais pas moi, 4 variants. Pour les 4 variants, il y aura 4 vaccins. Et pour ces 4 vaccins, il y aura encore 4 rappels. Et ça, si on prend le chiffre 6 au lieu du chiffre 3 que j'expliquais tout à l'heure, bah, ça sera tous les 2 mois et demi. Je veux dire, à un moment donné, il y aura plus de place pour se faire piquer. On prend l'abonnement, là. Oui. Donc là-dessus, je suis très critique par rapport à ça. Et j'attends juste voir les données. Maintenant, si on me dit, OK, mais on parlait de coût-bénéfice, si ça permet de protéger, pourquoi pas? Bah oui, mais quelle est la partie de la population qu'il faut protéger? Ce sont ceux qui ont une immunité qui est affaiblie, donc ceux qui ont des comorbidités, qui sont âgés, et ainsi de suite. On connaît ces profils-là déjà. Donc, je n'ai rien contre le fait que eux, ils calculent leur coût-bénéfice en disant, OK, je veux bien prendre tous ces vaccins parce que quelque part, si je développe la maladie, elle sera pas très grave. Et ça, je pense qu'il y a quelques données qui vont dans ce sens-là. Pourquoi pas? Mais ils seront toujours de toute façon capables encore de le transmettre aux dernières données. Mais voilà. Donc ça, pourquoi pas? Mais pourquoi pas laisser justement cette immunité collective naturelle chez des gens qui eux-mêmes vont non seulement développer une meilleure immunité, une diversité immunitaire qui est nettement plus intéressante. Et pourquoi vouloir vacciner ces gens-là pour créer des variants? Je veux dire, pour moi, ça n'a pas de sens autre que un intérêt financier direct. Voilà, là, je rejoins peut-être votre analyse. Et maintenant, si on me démontre dans quelques années que Pfizer fait faillite ou que tout ça ont fait faillite parce qu'ils ont souffert de la pandémie, je veux bien revenir dans ce plateau pour dire que mon opinion était erronée. Ça, j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, sur le long terme, on peut aussi penser que l'immunité peut se travailler autrement, hein, notamment avec l'activité sportive aussi. Oui, bah, je pense que... Abolir la malbouffe, hein, qui rapporte énormément aussi voilà. à certaines multinationales et dont l'État n'a que faire, en fait, quand il continue à les laisser faire. Hein. Ouais, tout à fait. Les McDonald's et les fast-food ont vite rouvert après le premier confinement. Que dire d'autre, hein, on est bien ou mal embarqué, Dr Joe? Bah, je pense que c'est un peu dommage, oui, parce que c'est vrai qu'après,
il faut pas tomber dans le piège du OK, on va prendre vitamine D et le zinc et ça va tout résoudre, le sport. Mais ce sont des éléments qui boostent notre immunité, donc je ne vois pas en quoi ce serait un problème. Déjà, quand je disais que par exemple les masques dans les hôpitaux, ça permet de freiner une personne sur 1000 ou quelque chose comme ça, pourquoi pas? C'est pareil pour l'immunité, pourquoi pas booster son immunité en faisant déjà des activités comme ça. Donc oui, je pense que c'est un peu étonnant, mais voilà. Et maintenant, il y avait encore un point. Les asymptomatiques. Ouais, parce que c'est lié aussi au vaccin. Je veux dire, à partir du moment, ce que je trouve très néfaste dans la manière de gérer cette pandémie, c'est à nouveau, il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'il y a des asymptomatiques, et c'est vrai que ces asymptomatiques peuvent transmettre le virus, mais on est parti déjà dans un dialogue, enfin dans un vocabulaire de guerre notamment avec ce que disait le président français, qu'on est en guerre, déjà avec l'idée d'éradiquer un virus qui n'est pas irradicable. Donc c'est plus un combat que vraiment une guerre qu'on est en train de mener. Mais en plus de ça, le fait psychologiquement de se dire que les asymptomatiques peuvent être dangereux, c'est retourner la population contre elle-même. C'est vraiment, ça me rappelle vraiment mes cours d'histoire traitant sur la guerre froide, où on disait en Amérique n'importe qui peut être communiste, ou les réflexions antisémites, ou n'importe qui peut être juif. Enfin, ça ressemble. Tout le monde se méfie de tout le monde. Il y a de la délation, donc déjà ça augmente la psychose générale. Mais en plus, quand je me suis penché là-dessus, j'étais voir les données. J'ai une ruée de données scientifiques qui démontrent que les asymptomatiques ne sont pas contagieux. On m'a donné des études qui montraient que les asymptomatiques l'étaient, et généralement, quand j'ai des données qui vont dans les deux sens, pour moi, c'est généralement signe qu'ils ont tous les deux raison, ou tous les deux tort, mais généralement tous les deux raison. Et dans ce cas-là, c'est important d'aller voir le contexte. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de comment ça se fait que certains asymptomatiques sont contagieux et d'autres pas. Et en fait, là, c'est une question de charge virale. Ça veut dire que quand vous êtes malade, c'est que le virus s'est tellement propagé dans votre corps que votre corps réagit très fort. Et donc, forcément, il y a plus de virus qui sort de votre bouche quand vous respirez, dans le cas de SARS-CoV-2. Pour les asymptomatiques, leur corps est déjà en lutte contre ce virus. Il ne le laisse pas se propager, sinon vous auriez des symptômes. C'est-à-dire que la charge virale, le nombre de virus qui sortent de leur bouche est nettement moindre. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans une propagation, il y a le donneur de virus et il y a celui qui le reçoit. Donc le contaminant et le contaminé. Et donc ça se fait en termes de charge virale. Mais j'ai pratiquement pas vu de publication là-dedans, ça commence à venir petit à petit, sur quel est le nombre de virus dont on a besoin pour tomber malade. Alors forcément ça dépend de l'immunité de la personne. Personne n'a pas d'immunité, ça va être un taux de virus très bas. Et d'autres qui ont une bonne immunité, on peut les bombarder avec du virus et il n'y aura pas de problème. Mais j'ai pas vu d'études qui étudiaient la charge virale. Il y en a eu très peu. Donc je trouvais ça étonnant parce que c'est quand même la première chose qui devrait intéresser tout épidémiologiste, c'est que voilà. Ensuite, je n'ai pas vu d'études non plus. Par exemple, on parlait des PCR. S'il y a quelqu'un qui tombe malade, pourquoi on n'a pas suivi pourquoi on n'a pas suivi ce patient tous les jours, enfin frotter tous les jours, et on regarde comment ça influence au niveau des cycles. Parce qu'avec les cycles, on peut a priori parler, vu que c'est un cas, vu que ici on parle de cas symptomatiques, on pourrait suivre en fait l'évolution de la charge virale en extrapolant avec la méthode de PCR. J'ai pas vu ça. Alors, une étude, quoi. Oui. Moi, on m'a dit, bah oui, mais enfin, qui va se faire frotter le nez? Je dis, je trouve ça étonnant. Je veux dire, moi, si on me demandait, est-ce que tu pourrais participer à une étude? On voudrait bien comprendre ce virus pour enfin prendre des bonnes mesures. Je dis, frottez-moi le nez tous les jours, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens comme ça. Certains infirmiers, certains médecins qui travaillent dans les hôpitaux, je sais, parce que j'ai des amis qui sont dedans, tous les jours, ils se font tester. Alors, si on faisait ça avec tout le monde, on finirait par tomber sur quelqu'un un médecin ou un infirmier qui tombe malade, et cette étude pourrait être publiée. Donc, on n'a pas étudié ce charge virale, et donc, et on n'a pas étudié par là cette contagiosité. Et donc, on part du fait que, ah bah oui, ma petite charge virale ou grande charge virale, tout le monde est potentiellement contaminant. Et en fait, quand on réfléchit à ça, ça explique pourquoi on dit que certaines personnes sont contaminants et d'autres pas. Parce que vous imaginez que, par exemple, vous avez besoin je pense que l'estimation actuelle, c'est 1 million de particules virales pour tomber malade. Imaginons que vous respirez 10 particules virales tous les heures.
bah, forcément, vous n'allez pas contaminer quelqu'un, mais vous restez confiné à l'intérieur pendant une semaine et vous respirez, et ça s'accumule un peu comme de la fumée. À un moment donné, l'autre personne, on va arriver à ce seuil viral qui permettra la contamination. Mais est-ce qu'on doit vraiment fermer toute une société plusieurs fois, enfin handicaper ou paralyser une société totale sur base des gens qui sont asymptomatiques, qui en souffrent pas et qui, dans une grande majorité des cas, ne contaminent même pas. Ça, je ne comprends pas ça, d'un point de vue ni virologue, ni médecin, ni sociétal. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois quand on aura une épidémie d'Ebola ou une épidémie de choléra ou de peste qui décimine 30 à 70% de la population comme on a déjà vécu au Moyen-Âge. Bon, ça n'arrivera plus maintenant avec les technologies, mais dire si on est paralysé dans des cas comme ça, moi je crains vraiment la prochaine épidémie qui soit vraiment beaucoup plus grave que celui-ci. D'où le fait que je trouve aberrant cette loi pandémie, notamment où on met des mesures qui sont applicables, officiellement applicables et appliquées à la population pour le SARS-CoV-2. Mais ces mesures ne vont pas être efficaces contre une autre pandémie. Donc déjà, les mettre dans une loi, je trouve ça très étonnant. Je trouve très étonnant de voter une loi en pleine pandémie alors qu'on n'a pas le recul pour savoir si ces mesures fonctionnent ou pas. On parlait des masques, quand tout le monde pensait que les masques fonctionnent bien ou fonctionnent pas bien, ou le confinement. On commence à avoir des données qui démontrent que les masques ne fonctionnent pas et le confinement non plus. Et on veut graver ça dans la pierre sous forme de loi. Je suis vraiment pas favorable pour ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des choses bizarres qui se passent. On se demande si dans 2-3 mois on pourra encore parler comme ça et publier des vidéos, ou bien s'ils viendront nous chercher et nous mettre en prison. Presque sans rigoler, parce que c'est ce qui est incroyable, c'est à quel point tout discours divergent ne peut pas être entendu. Oui, tout à fait. Mais je trouve ça, je trouve ça dommage parce que c'est dans la contradiction et quelque part dans les opinions divergentes et dans le débat qu'on arrive vraiment à arriver à des solutions. Si ici dans cette pandémie, j'ai l'impression qu'on a pris en otage le doute scientifique, qui est une bonne chose, mais le doute, c'est parce que il y a toujours en science des avis divergents, et que l'un doute de ses propres données, et puis quand on a les données, on va se pencher vers plutôt une hypothèse qu'une autre. Mais ici, le fait déjà de poser des hypothèses semblait déjà semblait déjà être stigmatisé. Oui, voilà, et tous ces autres mots aberrants qu'on utilise. Merci, Dr. Jo. Merci.